Quelles sont les questions que tu te poses encore et encore quand tu es avec quelqu'un d'évitant et pourquoi ne t'apporte-t-elle jamais de réponse? Les gens en relation se posent des questions constamment. A-t-il vraiment pensé ce qu'il a dit? Est-ce qu'il passe une mauvaise journée? Devrais-je mentionner ce qui s'est passé la semaine dernière? Ces questions semblent normales, gérables, comme l'entretien régulier d'une relation. Mais quand tu es avec quelqu'un d'évitant, 3 questions spécifiques occupent ton esprit en permanence. Elles tournent en boucle dans tes pensées, exigeant des réponses que tu ne parviens pas à trouver. Tu les poses de différentes manières, à différents moments, espérant qu'éventuellement quelque chose se déclenchera et que tu comprendras enfin. Si tu tournes en rond en essayant de comprendre ta relation pendant que les mêmes pensées continuent de se répéter dans ta tête, ceci est pour toi. La première question apparaît quand il reste silencieux pendant des jours, quand il prend ses distances après que vous vous êtes rapprochés, quand tu réalises que tu as été patiente pendant des mois ou des années et que les choses restent encore incertaines. Est-ce que je perds mon temps avec lui? Cette question semble urgente, importante, comme si tu pouvais simplement y répondre de manière définitive et que tu saurais enfin quoi faire. Alors tu analyses son comportement, cherchant des signes que ton investissement portera ses fruits. S'est-il ouvert la semaine dernière? Cela signifie du progrès. A-t-il pris l'initiative de faire des projets? Peut-être qu'il change. Tu rassembles des preuves des deux côtés, construisant un dossier pour rester et un dossier pour partir, mais tu n'arrives jamais vraiment à une conclusion. Ce qui rend cette question particulièrement piégeuse, c'est qu'il est impossible d'y répondre objectivement. Perdre du temps par rapport à quoi? Par rapport à être seul? Par rapport à sortir avec quelqu'un d'autre qui pourrait aussi avoir des problèmes? Par rapport à une relation idéale qui n'existe peut-être pas? Tu peux te convaincre de n'importe quelle réponse selon ton humeur, c'est pourquoi tu continues à la poser sans jamais t'arrêter sur une réponse. La question génère une analyse sans fin, mais zéro clarté. Quand tu considères ta relation comme un investissement de temps, tu crées un piège mental. Plus tu restes longtemps, plus tu as investi de temps. Ce qui fait que partir ressemble à admettre que tu as gaspillé tous ces mois ou années. Alors la question même qui est censée t'aider à décider si rester ou partir rend en fait plus difficile de partir, plus tu la poses longtemps. Tu te dis que tu as déjà investi tellement de temps que tu ferais aussi bien de continuer et voir si ça finit par payer. Mais le temps déjà dépensé ne devient pas plus précieux en dépensant du temps supplémentaire. Il est parti, peu importe ce que tu fais ensuite. Cette question suppose également que le temps n'a de valeur que s'il produit un résultat spécifique. Une relation engagée, une demande en mariage, un certain niveau de disponibilité émotionnelle. Elle présente tout comme un investissement qui devrait générer des retours. Mais cette façon de penser te piège dans un calcul constant. Tu mesures toujours si tu reçois assez en retour de ce que tu donnes, ce qui signifie que tu n'es jamais vraiment présente dans la relation. Tu vis dans le futur, dans la relation hypothétique que cela pourrait devenir, plutôt que de gérer ce que c'est réellement maintenant. La deuxième question coupe plus profond parce qu'elle va au cœur de savoir si tout cela a de l'importance. M'aime-t-il? Tu observes comment il agit, cherchant une preuve d'amour dans son comportement inconstant. Quand il est chaleureux et présent, tu penses « oui, il doit m'aimer ». Quand il est distant et replié, tu remets tout en question. Tu compares ses actions à ce à quoi l'amour est censé ressembler, mais avec quelqu'un d'évitant, rien ne correspond au modèle normal. Il montre de l'attention de petite façon mais ne dira pas les mots. Il fait des projets mais garde une distance émotionnelle. La réponse continue de changer selon la version de lui que tu vois à n'importe quel moment donné. Les gens dépensent une énorme énergie à essayer de répondre à cela. Ils cherchent des preuves dans de petits gestes, analysent le ton de voix, suivent les schémas de comportement au fil du temps. Ils comparent comment il agit maintenant à comment il agissait avant, cherchant des signes de sentiments qui s'approfondissent ou de distance croissante. Ils demandent des perspectives extérieures à leurs amis. Ils lisent des articles sur comment les évitants montrent l'amour différemment, espérant reconnaître son amour sous des formes qu'ils n'avaient pas considérées. Tout cela les garde occupés, les garde concentrés sur lui, les empêche d'avoir à faire face à leur propre expérience de la relation. Mais voici le problème. Avec quelqu'un d'évitant, l'amour n'est pas vraiment la question. La plupart des évitants ressentent de l'amour. Ils en sont juste terrifiés,
incapable de l'exprimer de manière cohérente ou incapable de traduire ce sentiment en ce type de disponibilité émotionnelle et d'intimité dont tu as besoin. Donc, tu peux obtenir une réponse « oui, oui, il t'aime probablement à sa manière limitée » et être encore complètement bloqué parce que son amour ne change pas ce que ça fait de vivre dans la relation. Savoir qu'il t'aime ne rend pas la distance moins douloureuse. Cela ne rend pas l'inconstance plus facile à gérer. Cela ne te donne pas la connexion que tu désires. Cette question crée également un binaire qui ne reflète pas la réalité. Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Et s'il t'aime, alors tu devrais rester. Et s'il ne t'aime pas, alors tu devrais partir. Mais les relations ne sont pas si simples. Quelqu'un peut t'aimer et être encore fondamentalement incapable de répondre à tes besoins émotionnels. Quelqu'un peut se soucier profondément de toi et te faire quand même te sentir seul la plupart du temps. Que l'amour existe ou n'existe pas ne te dit pas vraiment si la relation fonctionne pour toi. La troisième question émerge après que tu as épuisé les deux premières. Puis-je vivre comme ça pour toujours? Celle-ci semble être la pratique, celle qui reconnaît la réalité et te demande de faire une évaluation d'adulte. Tu imagines ta vie continuant exactement comme elle est. L'incertitude, la distance émotionnelle, le cycle de proximité et de retrait. Certains jours, tu te convaincs que tu peux le gérer. D'autres jours, la pensée de vivre ainsi indéfiniment te fait te sentir piégé. Mais cette question est hypothétique, te demandant d'imaginer un futur qui n'existe pas encore et de prendre une décision basée sur cette imagination. Tu ne peux pas réellement savoir si tu peux vivre comme ça pour toujours parce que tu ne vis pas dans le pour toujours, tu vis aujourd'hui. La question te demande de prédire ta propre tolérance à l'insatisfaction, qui change selon ton humeur, ton niveau d'énergie, la date de votre dernière dispute, si vous avez été en train de vous connecter ou de vous déconnecter. Ce que cela fait vraiment, c'est te permettre de continuer à reporter une décision. Quand tu te sens optimiste ou qu'il a été plus présent dernièrement, tu penses « oui, tu peux vivre comme ça ». Quand tu es épuisé ou qu'il a été particulièrement distant, tu penses « non, c'est impossible ». La question n'exige jamais d'action parce qu'elle concerne toujours le futur, jamais maintenant. Elle te permet de rester bloqué dans l'indécision tout en ayant l'impression d'être réfléchie et prudente. La question établit également un faux choix entre « pour toujours » et « rien ». Tu n'as pas à décider maintenant si tu peux vivre comme ça pour le reste de ta vie. Tu dois seulement décider si tu es prête à vivre comme ça aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Mais la formuler comme « pour toujours » rend la décision si énorme que tu peux toujours justifier de la reporter. Tu te dis que tu as besoin de plus de temps pour savoir, plus de preuves, plus de certitude sur ce que réserve l'avenir. Pendant ce temps, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, et tu continues à poser la même question sans jamais arriver à une réponse. Toutes les trois partagent une caractéristique commune. Elles maintiennent l'attention sur lui, sur le potentiel de la relation, sur des concepts abstraits. Elles te maintiennent en train d'analyser et de calculer et d'essayer de comprendre les choses. Elles génèrent une activité mentale sans fin qui semble productive, mais ne mène nulle part. Tu peux passer des années à les parcourir en cycle, les posant de manière légèrement différente, espérant que cette fois tu obtiendras enfin une réponse qui apporte de la clarté. Mais tu ne l'obtiendras pas parce que ces questions ne sont pas conçues pour apporter de la clarté. Elles sont conçues pour te garder en train d'espérer, d'attendre, d'essayer de comprendre. Le faux départ ici est de croire que si tu réfléchis juste assez fort, analyses assez profondément, rassembles assez de preuves, tu arriveras finalement à la vérité. Tu penses que le problème est que tu n'as pas encore trouvé la bonne réponse. Mais le vrai problème est que tu poses complètement les mauvaises questions. Ces questions semblent sûres parce qu'elles sont familières. Tout le monde dans une relation difficile les pose. Ce sont les questions qui te gardent dans ta tête en mode analyse, plutôt que dans ton corps où tu peux réellement ressentir ce que cette relation te fait. Elles te permettent de rester intellectuel sur quelque chose qui est fondamentalement une expérience émotionnelle. Elles te permettent d'éviter la seule question qui traverse toute la confusion et exige une réponse honnête basée sur ton expérience vécue réelle. Cette question est « Suis-je prête à accepter ceci comme ma vie ?» Pas sur l'investissement et les retours, pas sur ses sentiments, pas sur prédire un futur inconnaissable. Juste « Suis-je prête à accepter ceci maintenant ?» tel que c'est réellement, comme ma vie.
Cette question est différente parce qu'elle ne nécessite pas que tu saches quoi que ce soit sur lui, sa capacité de changement, ses sentiments ou son potentiel. Elle ne te demande pas de prédire l'avenir ou de calculer si ton investissement portera ses fruits. Elle te demande seulement d'être honnête sur ton expérience présente et si tu es vraiment prête à continuer d'avoir cette expérience. Quand tu es concentré sur perdre du temps, tu gardes encore l'espoir que le temps transformera la relation en quelque chose de différent. Quand tu es concentré sur s'il t'aime, tu espères que confirmer l'amour rendra d'une manière ou d'une autre tout plus facile. Quand tu es concentré sur le pour toujours, tu reportes la décision en faisant quelque chose sur le futur lointain. Mais quand tu demandes si tu es prête à accepter ceci comme ta vie, tu dois regarder ce qui se passe réellement maintenant et décider si tu le choisis ou si tu le tolères simplement en espérant que cela devienne autre chose. Cette question exige l'honnêteté sur ton expérience réelle, pas sur tes espoirs de ce que l'expérience pourrait devenir. Elle demande, dans ta vie quotidienne avec cette personne, te sens-tu bien? Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu émotionnellement nourri? Pas pendant les bons moments. Tout le monde a de bons moments. Dans la texture générale de la relation, dans ce que ça fait réellement de vivre à l'intérieur de manière constante. Les autres questions te permettent de te concentrer sur lui et sur le potentiel. Elles te laissent rester dans ta tête, en train d'analyser et de stratégiser. Elles te donnent l'illusion de progrès parce que tu penses à la relation, l'examinant sous différents angles, essayant de mieux la comprendre. Mais comprendre une relation qui ne fonctionne pas pour toi ne la fait pas fonctionner pour toi. Savoir pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine manière ne rend pas ce comportement plus facile à vivre. Cette question te force à arrêter de l'analyser lui et à commencer à être honnête avec toi-même. Elle ne se soucie pas de son style d'attachement ou de ses raisons ou de sa capacité de croissance. Elle se soucie seulement de savoir si toi, maintenant, tu es prête à t'inscrire pour plus de ce que tu vis actuellement. Pas en espérant que cela changera, pas en attendant qu'il travaille sur lui-même. Juste en acceptant ce qui existe déjà comme la réalité continue. C'est terrifiant parce que cela enlève tous les tampons que les trois autres fournissent. Tu ne peux pas te cacher derrière l'analyse, tu ne peux pas reporter la décision en la présentant comme un problème futur. Tu ne peux pas en faire quelque chose sur s'il t'aime ou si tu perds ton temps. Tu dois juste regarder ta vie telle qu'elle est et décider si tu la choisis vraiment ou si tu restes par défaut en te disant que tu travailles sur les choses. La question ne peut être répondue qu'en regardant ce qui se passe réellement maintenant. Comment te sens-tu la plupart des jours? Qu'est-ce que cette relation exige de toi émotionnellement? Quels besoins restent constamment insatisfaits? Quelle partie de toi-même supprimes-tu pour faire fonctionner la relation? Combien d'énergie faut-il pour maintenir l'espoir? À quelle fréquence te sens-tu seul, même quand vous êtes ensemble? La plupart des gens évitent cela pendant des années, parce que y répondre honnêtement pourrait signifier reconnaître qu'ils restent dans quelque chose qui ne fonctionne pas réellement pour eux. Cela pourrait signifier admettre que toute la patience et la compréhension et la croissance personnelle n'ont pas changé la dynamique fondamentale. Cela pourrait signifier faire face au fait que tu as accepté moins que ce dont tu as besoin, en appelant cela compromis ou maturité. Les trois questions courantes fournissent une couverture pour ne pas faire face à cette vérité plus difficile. Elles te gardent occupé avec l'analyse et la prédiction et le travail de détective émotionnel. Elles te font sentir comme si tu travaillais activement sur la relation quand tu es vraiment juste en train de penser à elle en cercle. Elles te permettent de rester bloqué tout en te sentant productive. Ce qui les rend si séduisantes, c'est qu'elles semblent être les bonnes questions. C'est ce que tout le monde demande. Tes amis les posent aussi sur leur relation. Les conseils relationnels se concentrent souvent sur ces sujets exacts, s'il te fait perdre ton temps, s'il t'aime vraiment, si tu peux voir un avenir ensemble. Alors, quand tu les poses, tu te sens comme si tu étais réfléchi et mature, prenant la relation au sérieux, faisant le travail. Mais juste parce que tout le monde pose ces questions ne signifie pas qu'elles sont utiles. Elles semblent également sûres parce qu'elles gardent l'attention loin de toi et de ton choix. La première en fait quelque chose sur s'il livre des résultats. La deuxième en fait quelque chose sur ses sentiments. La troisième en fait quelque chose sur une version future de toi-même et ses niveaux théoriques de tolérance. Aucune de ces questions ne nécessite que tu prennes la pleine responsabilité de ton choix actuel de rester dans cette relation telle qu'elle existe réellement maintenant. Voici ce qui se passe quand tu poses finalement la vraie question. Le bruit mental se calme.
Tu arrêtes d'essayer de le comprendre lui et tu commences à vérifier avec toi-même. Tu arrêtes d'analyser sa capacité d'amour et tu commences à remarquer comment la relation te fait réellement te sentir. Tu arrêtes de prédire si tu peux tolérer cela pour toujours et tu commences à être honnête sur si tu le choisis vraiment aujourd'hui. Certaines personnes la posent et réalisent que la réponse est oui. Pas oui avec l'espoir de changement, pas oui en travaillant vers quelque chose de différent, mais vraiment oui à la relation telle qu'elle existe actuellement. Elles voient les limitations clairement, elles savent à quoi elles s'inscrivent et elles décident que cela en vaut la peine pour elles. C'est un vrai choix fait à partir de la clarté, pas de la confusion. D'autres réalisent qu'elles sont restées par espoir, pas par acceptation réelle. Elles attendaient que la relation se transforme en quelque chose qu'elle ne sera jamais. Elles toléraient des choses qu'elles pensaient choisir. La question les force à voir qu'elles ont accepté des miettes en appelant cela un festin, et une fois que tu vois cela, tu ne peux pas le dévoir. De toute façon, elles traversent toute l'analyse et arrivent à ce qui compte vraiment. Pas si le temps est gaspillé ou si l'amour existe, ou si tu peux théoriquement survivre à cela pour toujours. Mais si tu es vraiment prête à continuer ton expérience actuelle comme ta réalité continue, tu sais déjà si tu t'es caché derrière ces 3 questions sûres. Tu peux le sentir dans combien de temps tu passes à penser à la relation par rapport à vraiment en profiter. Tu le remarques dans comment tu expliques son comportement à toi-même et aux autres, construisant des justifications élaborées pour des choses qui ne seraient pas acceptables de la part de n'importe qui d'autre. Tu le vois dans à quel point tu es épuisé du travail mental constant de maintenir l'espoir tout en gérant la déception. Les 3 que tout le monde pose sont un détour. Elles semblent importantes, mais elles te gardent juste en train de tourner autour de la vérité au lieu de l'affronter directement. Tu peux les poser pendant des années et n'arriver nulle part parce qu'elles ne sont pas conçues pour t'apporter de la clarté. Elles sont conçues pour te garder dans les limbes, analysant au lieu de décider, espérant au lieu de choisir. La vraie question est la seule qui exige une vraie réponse basée sur ta vraie expérience. C'est la question sous toutes les autres questions. C'est pourquoi tu peux lire sur la théorie de l'attachement sans fin, pourquoi tu peux essayer différentes approches de communication, pourquoi tu peux travailler sur toi-même continuellement et te sentir quand même bloqué, parce que jusqu'à ce que tu demandes si tu es vraiment prête à accepter ta réalité actuelle comme ta vie continue, tu n'abordes pas ce qui doit réellement être abordé. Les questions courantes te gardent confortable dans la confusion. La vraie question exige une clarté inconfortable. Mais cette clarté est la seule chose qui te fera réellement avancer, que cela signifie rester avec une acceptation réelle ou partir avec une reconnaissance honnête que ce n'est pas la vie que tu veux. Ton esprit combattra cette question de toutes ses forces. Au moment où elle commencera à se former, tu pivoteras. Tu penseras au bon moment à la place. Tu te souviendras quand il s'est ouvert cette fois, quand les choses semblaient différentes, quand tu as vu le potentiel pour quelque chose de plus. Tu te diras que tu es impatiente, que les relations demandent du travail, que tout le monde a des problèmes. Tu te concentreras sur mieux comprendre son style d'attachement, sur apprendre de nouvelles stratégies de communication, sur lui donner plus d'espace ou être plus direct, ou essayer une approche complètement différente. Tout cela est ton cerveau qui te protège de t'asseoir avec la vraie question. Parce qu'une fois que tu la poses clairement, une fois que tu la laisses se former complètement dans ton esprit sans la détourner immédiatement, tu dois faire face à ce que tu sais déjà. Tu as vécu la réponse pendant des mois, peut-être des années. Ton corps le sait. Cette tension que tu portes, la vigilance, la façon dont tu surveilles son humeur et t'ajustes en conséquence, c'est ton système qui répond à une réalité que tu ne reconnaîtras pas consciemment. L'épuisement que tu ressens n'est pas juste parce que la relation est difficile. C'est à cause de l'effort mental constant de ne pas te poser cette question. Quand tu es avec quelqu'un d'évitant, tu développes toute une architecture d'espoir et de justification. Tu suis les petites améliorations, les minuscules changements dans son comportement qui pourraient signifier qu'il devient plus à l'aise avec la proximité. Tu interprètes ses actions à travers le prisme le plus généreux possible. Il n'a pas répondu à ton message parce qu'il est occupé, pas parce qu'il crée de la distance. Il a besoin de temps seul parce qu'il est introverti, pas parce qu'il est mal à l'aise avec l'intimité soutenue. Il a des murs à cause de blessures passées, pas parce qu'il est fondamentalement indisponible pour le type de connexion dont tu as besoin. Cette architecture sert un but.
Elle t'empêche d'avoir à répondre à la vraie question. La question semble dangereuse parce qu'y répondre honnêtement signifie reconnaître que tous tes efforts pour mieux le comprendre, communiquer plus efficacement ou créer les conditions parfaites pour qu'il se sente en sécurité, rien de tout cela ne change la réalité fondamentale de ce que ça fait réellement de vivre dans cette relation. Tu peux tout savoir sur l'attachement évitant. Tu peux être patiente et compatissante et prête à traverser les difficultés. Tu peux tout faire correctement. Et tu peux quand même finir par te demander si tu es prête à accepter ceci comme ta vie, parce que comprendre pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine manière ne rend pas ce comportement plus facile à vivre. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur comment ces questions interagissent les unes avec les autres. Elles forment un cycle qui te garde piégé. Quand demander si tu perds ton temps devient trop douloureux, tu passes à demander s'il t'aime. Quand cela devient trop confus, tu passes à demander si tu peux vivre comme ça pour toujours. Quand cela semble trop accablant, tu retournes à demander si tu perds ton temps. Le cycle continue et chaque question fournit un soulagement temporaire de l'inconfort des deux autres, mais aucune d'elles ne te fait réellement avancer. Ce cycle crée l'illusion de progrès. Tu as l'impression d'examiner la relation sous plusieurs angles, d'être approfondi, de vraiment réfléchir aux choses, mais tu es en fait juste en train de tourner à travers les trois mêmes impasses, ne te permettant jamais d'atterrir sur la seule question qui nécessiterait que tu agisses. L'activité mentale semble productive, mais c'est vraiment juste une forme sophistiquée d'évitement. Ce qui est particulièrement insidieux à propos de ce cycle, c'est qu'il peut continuer pendant des années sans que tu réalises que tu y es coincé. Tu crois sincèrement que tu travailles sur la relation, essayant de comprendre les choses, étant patiente pendant que tu gagnes en clarté. Pendant ce temps, le temps passe, tes besoins continuent de ne pas être satisfaits, et tu restes exactement au même endroit où tu as commencé, juste avec plus de points de données à analyser et plus de justifications pour expliquer pourquoi tu es encore là. Sortir de ce cycle nécessite de reconnaître que les trois questions ne sont pas des outils pour comprendre, ce sont des outils pour éviter. Elles ne t'aident pas à obtenir plus de clarté sur ta relation. Elles t'aident à éviter d'obtenir de la clarté sur ta relation. Et jusqu'à ce que tu les vois pour ce qu'elles sont, tu continueras à les utiliser comme des boucliers contre la question plus difficile, plus honnête, qui exige réellement quelque chose de toi. Arrête de demander si tu perds ton temps, s'il t'aime, si tu peux vivre comme ça pour toujours. Commence à demander si tu es prête à accepter ceci comme ta vie, pas la relation que tu espères, pas la personne qu'il pourrait devenir, pas l'avenir vers lequel vous travaillez. Cette relation, cette personne, cette expérience, exactement comme elle existe maintenant. C'est la question qui compte vraiment. Tout le reste n'est que du bruit qui t'empêche de faire face à la vérité que tu connais déjà. Si ces trois questions ont tourné en boucle dans ton esprit sans fin, laisse un commentaire partageant sur laquelle tu as été le plus bloqué. Et si tu as commencé à te poser la vraie question, si tu es prête à accepter ceci comme ta vie, partage où tu en es avec ça aussi. Ton honnêteté pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage d'arrêter de tourner en rond et de commencer à faire face à ce qui est réel. Si cela a résonné en toi, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur comment traverser la confusion dans les relations avec les évitants avec de la clarté au lieu d'une analyse sans fin. Merci d'avoir regardé.